Alors la recyclerie, ça fait déjà 2 ans qu'elle est installée à Saint-Laurent-d'Ouin, donc en ruralité. Pour en parler, je vais donner la parole à Nicole. Alors déjà, pour moi, ce sont des mots au départ, donc c'est recyclerie, créative et Marcel et Madeleine. Donc recyclerie, je me suis dit c'est intéressant, ça veut dire que les objets vont avoir une deuxième vie. Créative, ça veut dire, ah oui, en plus, il va y avoir de la création avec ces objets. Donc création, ça veut dire atelier, ça veut dire des gens qui sont réunis autour d'un projet commun. Et puis, ça veut dire aussi le fait de créer, c'est quelque chose de manuel, donc c'est pour le bien-être des gens, donc c'est bien. Puis après, Marcel et Madeleine, je me suis dit, ah oui, ça veut dire qu'il y a une histoire familiale derrière ça, des souvenirs d'enfance, du partage intergénérationnel, donc ça m'a intéressée de connaître cette famille. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Isabelle. Et bon, forcément, Isabelle, c'est une belle rencontre, comme plein d'autres dans ma vie. Et donc Isabelle, comment la définir? C'est une personne dynamique, c'est une personne qui a de l'empathie, c'est une personne qui a de la bienveillance. Et puis, elle a cette faculté aussi de transmettre son savoir, parce que c'est une artiste connue, reconnue. Donc, elle est très pédagogue aussi, c'est-à-dire qu'elle donne la possibilité aux gens qui peut-être ont perdu confiance en eux de retrouver cette confiance. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a intéressée. Et comme le dit bien Nicole, c'est une histoire familiale qui débute. En fait, quand j'étais petite, pendant toutes les vacances scolaires, j'allais chez mes grands-parents. Et à ce moment-là, ils étaient déjà en retraite, enfin dans mes souvenirs. Mon grand-père avait fait le compagnonnage et il était ébéniste et charpentier. Non, il était menuisier charpentier. C'est à la retraite qu'il va devenir ébéniste. Et ma grand-mère était couturière et elle s'est mise à l'art du crochet en fait. Et ils étaient en retraite, je les voyais faire au fur et à mesure des vacances et ils ont toujours fait évoluer leur travail en fait. Et ma grand-mère devenait vraiment aveugle, mais malgré tout, son travail s'est perfectionné, est devenu de plus en plus fin au fur et à mesure de mes rencontres avec eux quand j'allais là-bas. Et nous, on les imitait en fait. Moi, je prenais une aiguille, je cousais des bouts de tissu pour essayer d'en faire quelque chose. Et les filles, c'était ça. C'était un peu genré à l'époque. Et mes frères creusaient des bouts de bois pour en faire des petits bateaux, par exemple. Voilà. Donc, on a été beaucoup inspirés par eux. Et pour moi, ce qu'ils évoquent, c'est vraiment une création en perpétuelle évolution. On ne s'arrête pas, on continue, on essaie de faire le mieux possible, de s'appliquer à faire bien. Moi, ma grande réflexion a commencé sur ce projet pendant le premier confinement. Le premier confinement, le monde s'est un peu arrêté. On était un peu tous tendus par ce qui se passait, par la Covid. On était complètement à écouter beaucoup d'informations. On n'était pas très serein. Mais moi, la création est arrivée comme une sorte de pansement à ce moment-là. Bon, j'ai toujours fait de la création dans ma vie, mais ça a été vraiment quelque chose qui permettait de se décontracter, de se faire du bien, de penser à autre chose, et puis de se faire plaisir aussi. Les moments créatifs, c'est vraiment des temps pour se faire plaisir. À ce moment-là, j'ai fait un carnet de voyage imaginaire que j'ai là, qui était un carnet de voyage sur le Japon, comme si j'étais allée au Japon. Et en fait, quand on le regarde, alors je ne vais pas tout vous montrer, on n'a pas le temps, mais j'en faisais tous les jours, et on a l'impression que j'y suis allée en fait. Et moi, ça m'a fait un grand bien, et je me suis dit, ça, on pourrait l'utiliser quelque part, je vous expliquerai comment. En tout cas, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à un projet entrepreneurial, et j'étais déjà en reconversion à ce moment-là, au tout début. Ce moment-là était un moment propice vraiment pour inventer une nouvelle vie professionnelle et inventer à partir du connu, à partir de ce que je savais faire en fait. La seule chose, c'est que je voulais le faire plus tourné vers les autres, plus tourné vers l'écologie, plus tourné vers un projet sociétal, vers le partage. Et c'est vraiment une interrogation à ce moment-là que j'ai eue, enfin une réponse en tout cas, parce que je trouvais que le monde dans lequel on était avait vraiment besoin de ça. Et j'avais envie aussi d'ancrer ce projet sur le territoire. Je suis arrivée il y a 7 ans dans le Beaujolais, j'habitais Lyon, et j'ai beaucoup aimé le terroir et les gens qui représentaient ce terroir. En parler avec passion, et ça m'a plu, et je me suis dit, moi aussi, j'aimerais bien faire quelque chose
ici. Voilà, mettre ma pierre un peu à l'édifice du Beaujolais. En tout cas, c'était le moment où j'ai pu mettre vraiment un focus sur mes valeurs. Et les valeurs, c'était, comme je disais juste à l'instant, le partage. Alors moi, j'ai aussi celle-ci, l'indépendance, parce que l'indépendance, ça permet de faire plein de choses, d'aller plus loin aussi. Et puis évidemment, l'écologie et l'énergie positive surtout. Ça, c'était super important d'insuffler ça, en fait, dans quelques projets que ça allait pouvoir être. L'idée, c'était mettre du positif. On a un monde qui est tellement compliqué que c'est important de réinsuffler des choses chouettes. Pour revenir au confinement, le confinement, on s'est rendu compte que 1/3 des Français s'est adonné au do-it-yourself. Pendant le premier confinement, vous savez, le rapport au kilomètre était complètement en train de changer, surtout quand on habite à la campagne. Faire 10 km, tout d'un coup, ça devenait une longue distance, c'était loin. Et moi, je me suis mis, par exemple, à faire des tablettes de lave-vaisselle, et ça m'a beaucoup plu, ça m'a amusé, c'était ludique, parce que tout d'un coup, j'essayais de trouver une solution à quelque chose que je n'avais pas. Et ça, il y a plein de solutions, il y a des gens qui ont fait leur pain, on a fait plein de choses à ce moment-là, vous devez vous en souvenir parce que tout le monde se souvient de ce qu'on faisait à ce moment-là. En tout cas, on s'est remis à retravailler manuellement. Et un autre constat, alors ça c'est une source les éco-entrepreneurs, et l'autre source c'est la source de l'ADEME qui nous explique que 2,5% de nos déchets sont seulement réutilisés, alors qu'en fait on pourrait déjà, avec un tout petit effort, en réutiliser 25%. Donc là il y a un énorme gap déjà, et presque, j'ai envie de dire, entre guillemets, facile. Voilà, en faisant un petit effort. Donc ça, c'était le constat. Et mes envies, c'était vraiment, avec tout ça, d'aller vers l'économie circulaire du territoire et l'économie circulaire. Donc c'était lié à activité créative et le do-it-yourself et bien sûr le recyclage. Alors ça, c'est une stat plus récente, c'est presque une parenthèse, mais parce que j'ai voulu aller chercher aujourd'hui qu'est-ce qui sort comme statistique. Eh bien, ça a un petit peu avancé puisque 3/4 des Français achetaient un produit de seconde main en 2023. 40% des acheteurs ont au moins fait un achat d'occasion par mois, donc ça, c'est quand même assez important. Et les plus adeptes étant les 25-44 ans et les familles. Voilà. En fait, c'est surtout occupé par Vinted et puis Le Bon Coin. C'est ça les premiers réflexes. Et c'est d'abord pour, étonnamment, non, sans doute pas étonnamment, mais en tout cas, la première raison, c'est une raison d'abord qui est économique avant d'être écologique. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Pour continuer l'enchaînement, moi, relativement vite, est venue l'idée d'une recyclerie créative. Une recyclerie créative. Sur le territoire, en fait, il y avait des bric-à-brac. Vous connaissez tous les bric-à-brac, l'Oasis, Notre-Dame des Sans-Abris, à Trévoux. Donc, il y avait des recycleries, mais il y avait très peu d'offres autour du créatif. Et là, je me suis dit, je pourrais peut-être participer au maillage des bric-à-brac, en fait, des recycleries qui existent sur le territoire. Et en fait, comme c'est quelque chose, le créatif, d'un peu plus confidentiel, je me disais, il faut absolument inspirer, enchanter. Il faut que ce soit un lieu qui soit un lieu merveilleux, qui donne envie de faire et de bricoler, de s'adonner peut-être aussi à la création, et puis de bricoler avec des matériaux de seconde main. Donc des matériaux récupérés. Et c'était aussi pour moi une alternative aux tablettes. Et évidemment, je ne suis pas contre les tablettes, j'ai un téléphone, j'aime la technologie. Mais par contre, le manuel, c'est quand même aussi autre chose. Et c'est bien de remettre dans sa vie un peu de manuel. Et c'était dans ma tête, dans mon esprit, pour les créateurs en herbe et les créateurs professionnels. C'est-à-dire tous les créateurs, tous ceux qui ont envie, et même ceux qui n'osent pas, en fait. Surtout aussi ceux-là. En fait, tout le monde. Je me suis inspirée d'un modèle qui existait déjà, qui existe à Bourgoin-Jallieu, et qui existe, alors là, ils étaient très, très, très novateurs, puisque ça existe depuis 93 ans, donc plus de 30 ans.
et qui avait été créée par Liliane Fiorio, qui voulait proposer aux écoles, elle s'était rendue compte qu'il n'y avait que en fait, des nouilles pour faire des colliers de nouilles ou des pinces à lèvres pour faire des rocking chairs. Elle s'est dit, mais on pourrait peut-être, avec les chutes de production des entreprises, apporter d'autres matériaux qui enrichiraient les créations dans les écoles. Donc elle a commencé comme ça, elle a commencé dans un tout petit espace, m'a-t-elle raconté, de 9 mètres carrés, en invitant les professeurs, et très vite, ça a embrayé, ça a marché. Donc c'est une recyclerie comme ça, vous avez une image qui est beaucoup plus grande que la recyclerie chez Marcel et Madeleine. Il y a beaucoup de matériaux, ça fait à peu près 150 mètres carrés, et il y a 600 mètres de dépôts, de réserve pour les dons des entreprises. Et en fait, c'est depuis 1993, leur recyclerie a changé 4 fois de lieu, pour la petite histoire. Donc je me suis dit, si eux, ils sont arrivés, je devrais pouvoir y arriver en mettant du cœur à l'ouvrage, en m'appliquant, en essayant de faire bien, en faisant les formations aussi entrepreneuriales qui étaient nécessaires pour, même si c'est associatif, évidemment, ça se pilote, et il faut faire les bonnes formations. Donc j'ai fait plusieurs formations qui m'ont beaucoup aidée. Et puis, une fois que j'avais fait les formations, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il va falloir trouver un lieu. Trouver un lieu, je savais que le modèle économique ne permettait pas d'avoir une location standard. J'avais rencontré des directeurs et des directrices de bric-à-brac, et ils m'avaient mis beaucoup en garde sur cet aspect-là. Donc il fallait vraiment, il y a un équilibre en tout cas à avoir, et donc il fallait essayer de rencontrer une municipalité qui soit en phase avec un projet comme ça pour pouvoir l'accueillir dans leur ville ou dans leur municipalité. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis j'ai commencé par Villefranche. J'étais persuadée que Villefranche, on allait m'attendre vraiment. Je faisais un projet que personne n'avait le temps de développer. J'avais le savoir-faire, puisque je venais du monde créatif. Je ne l'ai pas dit, mais je faisais de la recherche et développement de produits créatifs. Et puis, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai beaucoup formé des gens pour utiliser des produits. Donc, j'avais tout ce qu'il fallait. Et j'étais persuadée qu'à Villefranche, on allait vraiment m'accueillir. D'ailleurs, on m'a super bien accueillie tout le temps. On m'a beaucoup écoutée, mais en fait, il n'y avait pas de lieu pour accueillir une association comme celle-ci. Les entreprises étaient déjà en recherche tout simplement de locaux pour honorer leurs commandes, juste pour s'agrandir. Et évidemment, c'était ça la priorité et pas un projet associatif. Donc je me suis dit, ça va sans doute pas être à Villefranche et il va falloir, comme dans tous les projets en fait, il va falloir s'adapter encore. Et j'ai commencé à élargir mon périmètre et puis à aller voir toutes les municipalités. Et j'allais comme ça voir tout le monde. Enfin, tout le monde, j'ai pas vu tout le monde, mais j'ai vu beaucoup de personnes. Et à un moment, la municipalité du Val d'Oing, j'ai rencontré Catherine Moine et puis Emmanuel Montabonne au salon de l'entreprise à Villefranche. Et j'y allais plutôt pour rencontrer les entreprises pour chercher des matériaux. Et là, on s'est rencontrés. Eux cherchaient un projet et moi, je cherchais un lieu. Donc, je vais vous faire écouter Catherine Moine qui en parle très bien. Recherche d'un lieu pour accueillir ce projet associatif. Alors, moi, déjà, j'habite Saint-Laurent depuis une dizaine d'années, et puis je viens à la recyclerie avec ma fille, et je suis adjointe à la vie économique sur la commune, et je connais la recyclerie aussi dans ce cadre-là. Avec Isabelle, en fait, on s'est rencontrés avec Isabelle à un moment où, au sein de la commune, on travaillait sur la redynamisation du centre-bourg de Saint-Laurent. Donc on avait des locaux disponibles et on cherchait des activités à y installer. Et j'ai eu la chance de rencontrer Isabelle à ce moment-là. Et j'ai vraiment adoré son projet et j'ai trouvé que ça allait être un super apport pour le village. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a presque 2 ans maintenant. Ça a amené de la vie dans le village en fait de Saint-Laurent, puisqu'en fait il n'y avait plus du tout d'activité. Et du coup, des activités pour tout le monde, un point de rencontre. Comme le dit Catherine, la recyclerie,
C'est un lieu où il va se passer beaucoup de choses en fait. C'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu ressource où on va venir se ressourcer et on va venir chercher de la ressource. C'est un lieu pour les enfants. Voilà, on vient en vélo, vous voyez, petit vélo là. Et c'est un lieu dont Albert va nous parler. Au début, c'était ma mère qui avait vu sur Internet qu'il y avait un endroit intéressant où on pouvait trouver des objets recyclés et moins chers. Et recycler, ça fait rien parce que ici, tout est dans le même état que neuf. Et donc, j'aime beaucoup parce que c'est pareil et c'est moins cher et plus écologique. J'aimerais surtout parler à mon amie où je lui ai fait un cadeau avec énormément de matériel et le matériel qu'elle aimait et ça lui a beaucoup plu. Voilà, donc le témoignage, il a fait un cadeau pour son amie dans une cagette et il a demandé à cette amie ce dont elle avait envie et lui a pu constituer son cadeau créatif avec le matériel de la recyclerie. Ensuite, la recyclerie, c'est aussi un lieu pour adultes. Vous voyez, on vient en vélo, quelquefois, souvent même. Et pour en parler, je vous fais écouter Jennifer, qui est une maman, qui consomme pour elle aussi des matériaux, et puis pour sa fille aussi, pour faire des ateliers. Donc d'un côté, il y a les ateliers pour sa fille, et puis pour elle, pour trouver des matériaux. Alors moi, je suis adhérente. Je suis venue parce que je passais beaucoup dans le quartier puisque mon fils habite à côté. Et un jour, j'ai découvert cette pancarte, la recyclerie créative. Et là, ça m'a parlé tout de suite. Et du coup, j'ai au début été sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu de quoi il s'agissait. Et après, j'ai ouvert la porte. Et alors, là, ce fut un trésor. J'ai découvert un petit trésor. Je suis fan de créativité. Donc, pouvoir faire de la créativité à petit prix, en plus, va nous donner accès à tout ça, quoi. Enfin, tous ces matériaux, j'ai trouvé ça super, quoi. Voilà, le fait que ce soit de la deuxième main, qu'on puisse chiner. Alors, je suis venue il y a 1 an, durant une brocante, une braderie, en fait, qu'elle effectuait. Et j'ai adoré le lieu. J'ai eu l'impression d'être dans la caverne d'Ali Baba, que je pouvais acheter plein de choses. D'ailleurs, j'ai acheté plein de choses à moindre coût et j'étais ravie. J'adore ce lieu. Alors en fait, moi, je suis artiste depuis toujours. J'en fais mon métier depuis 1 an et j'avais le syndrome de la toile blanche, tu sais, où à chaque fois que je commençais une toile, j'avais toujours ce stress-là. Et en fait, je me suis ouverte à l'art ludique. Et c'est vraiment la recyclerie qui m'a donné bonne conscience à aller dans cet art ludique en utilisant plusieurs matières recyclées. Et ça m'a tellement aidée dans ma façon de créer, parce que vraiment, j'ai plus du tout de stress maintenant dans la création, que j'en ai fait des œuvres d'art. Alors la recyclerie, c'est donc un lieu pour trouver des matériaux, c'est un lieu pour enfants, pour adultes, on l'a dit, et c'est un lieu pour des stagiaires. On accueille des stagiaires. Depuis l'année dernière, on a accueilli nos 2 premières stagiaires, qui étaient des stagiaires de 3e. Marie et Éméline. Marie est venue, donc c'était un stage d'1 semaine. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu leur donner vraiment plein de tâches pour qu'elles puissent se représenter tout ce qu'on allait faire, tout ce qu'on fait dans une recyclerie. Elles ont été très bien accueillies, elles se sont mêlées aux bénévoles et c'était vraiment chouette de les voir. Et Éméline a fait aussi donc, le même stage d'1 semaine, sauf que son stage s'est fini par une démonstration lors d'un chocolat chaud. C'était le 16 décembre 2023. J'avais vu qu'elle avait des cahiers magnifiques et je lui ai proposé de faire une démonstration, sachant qu'elle était extrêmement timide, très très introvertie. Et c'était chouette de la voir parce qu'elle s'est complètement épanouie en faisant ce qu'elle sait très bien faire en fait. Et elle l'a partagé avec tout le monde et c'était vraiment une super expérience pour nous et pour elle, en fait, les deux. Ensuite, on a accueilli cette année Max et Alice, qui sont des stagiaires de seconde. Donc là, c'était une période un peu plus longue, c'était 15 jours. Et de la même façon, on leur a donné plein de choses à faire. Max, là, est dans le dépôt à côté, puisque à côté de la recyclerie, il y a un dépôt où on stocke. Et on est en train d'organiser, c'est un gros chantier. Et donc là, Max
range. Et puis Alice est en train de faire des petits kits qui servent à faire. C'est des petits kits, juste pour la petite anecdote. En fait, des créatrices nous ont donné des bouts de tissu, mais vraiment dans des sacs comme ça, comme une poubelle. Et nous, on a commencé à les repasser, les découper, et on les a découpés en carrés, on les a mis dans un kit, ça s'appelle le kit surprise, et ça permet d'utiliser toutes les petites chutes. Et on a ces deux exemples, un exemple comme ça et un exemple de carnet. Et le gros avantage, c'est que tous les enfants savent coller, ils peuvent assembler et créer leur propre composition, un cadre, un petit dépliant, comme ça, voilà tout. Et ça permet d'utiliser jusqu'au bout des chutes. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec eux, et on va écouter leur témoignage à tous les deux. Je suis venu parce que ma mère m'avait trouvé ce stage-là, et j'ai trouvé ça assez intéressant comme cadre, comme, simplement comme ambiance. Ok, qu'est-ce qui t'a plu vraiment là-dedans? Le côté social et recyclerie, enfin c'est le côté recyclage un peu. Mon stage s'est super bien passé, j'ai pu faire un peu de tout et voir un peu de tout, donc c'était très 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 intéressant. Je suis adhérente à la recyclerie et j'ai fait un stage de 2 semaines cet été. Un stage de 2 semaines? Oui. Comment ça s'est passé? Très bien, c'était intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et je me suis bien amusée. Une future stagiaire dans la salle d'ailleurs, j'en profite pour le dire. La recyclerie, c'est aussi un lieu qui accueille des personnes en difficulté. Là, on a accueilli Hector, 4 ans et demi, qui était vraiment en souffrance et qui est venu faire du créatif. C'était un cours individuel, en fait, avec lui. Et puis, on lui a fait faire de la création. Et ensuite, on a Luc, qui vient toujours à la recyclerie et qui a un trouble du spectre autistique plutôt large. Les encadrants cherchaient un lieu d'accueil pour lui. Et ils avaient fait plusieurs endroits où il avait été plutôt refusé. Et nous, évidemment, on avait envie d'essayer cette expérience, d'essayer avec lui, d'essayer de lui trouver une place parmi les bénévoles, et en lui donnant là, il fait du tri. Il est venu la semaine dernière, il vient dans 15 jours, et ça se passe super bien, et on est hyper contents. C'est une bonne solution qu'on peut lui apporter, comment on peut l'aider, et comment on peut trouver à chaque fois, au coup par coup, d'autres façons d'aider d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. En tout cas, on est ouvert à ça et on veut aller vers l'inclusion. Donc, on va continuer, tout simplement. Ensuite, je voudrais vous montrer l'organigramme, un peu pour voir comment la recyclerie s'organise. Alors, il y a le président, Denis Chillier, qui est viticulteur à Denissé. Et puis, il y a le conseil d'administration. Et surtout, je vais un peu insister sur l'opérationnel pour vous expliquer un peu comment ça se passe, en fait, toutes les moultes tâches qu'il y a à faire à la recyclerie, comment on les répartit. Alors, moi, je suis là, moi, je pilote. Et ensuite, on a donc les bénévoles. Et au départ, les bénévoles, je leur ai demandé de faire un peu tout, parce qu'il y avait tout à faire. Et je me suis assez vite rendu compte que ça ne marchait pas comme ça, en fait. Ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Il fallait s'adapter aussi, voir avec chaque personne ce qu'elles avaient envie de faire pour qu'elles s'épanouissent le mieux possible dans la recyclerie. Et aujourd'hui, la recyclerie, c'est une famille. Il y a des bénévoles ici, il y en a ici. C'est une famille. C'est la famille de la recyclerie, en fait. Ce sont des amis. Et on travaille ensemble, on construit ensemble pour essayer d'élaborer le mieux possible les futurs projets, les futurs produits, parce qu'on peut parler de produits. On fait des choses qui ressemblent à des produits. Voilà, ça on pourrait dire que c'est un produit, c'est que du recyclage. Avec ça, pour la petite histoire, on essaie de trouver des idées. Donc là, on fait un sac, tout est à l'intérieur. Il y a des produits qui ont été entamés, mais qu'on ne pourrait pas revendre, même à prix solidaire comme ça, et qui, dans un kit, peuvent tout à fait passer. Donc, comme notre idée, c'est d'aller jusqu'au bout du bout, comme je vous ai dit tout à l'heure, on essaie ensemble de trouver des idées. Alors, évidemment, il y a des produits qui sont élaborés comme ça, mais la recyclerie, c'est aussi du tri, c'est du lavage, c'est du repassage, c'est du lavage de vêtements, de linge.
c'est du rangement, c'est de l'organisation, c'est beaucoup de choses. Et chacun a un peu sa spécialité. Donc Fabienne qui fait de la créa, il y a Sylvaine qui repasse, il y a Nicole qui est ici, qui est multitâche, qui m'aide aussi à la compta. Ça, c'est pas mal. Il y a Karine, multitâche aussi, qui fait aussi de l'administratif et puis qui adore la friperie, vous verrez. Ensuite, il y a Valérie aussi qui fait des kits et qui est multitâche. Après, il y a d'autres bénévoles. Il y a aussi Inger qui fait de l'upcycling et qui apporte des exemples qu'on peut photographier, qu'on peut passer sur les réseaux sociaux. Il y a des bénévoles qui ne sont pas présents à la recyclerie, mais qui partagent tous les postes. Donc pour moi, c'est un travail de bénévole. C'est vraiment un temps qui est consacré pour faire en sorte que la recyclerie ait une visibilité sur les réseaux sociaux. Donc c'est des personnes que je considère, il y en a plusieurs d'ailleurs, il y a Anne-Virginie, Jocelyne, Catherine, et puis il y a Blandine qui récupère des cagettes sur les marchés. Blandine, elle ne supporte pas que les cagettes aillent à la poubelle, donc elle les récupère. Elle est récupérée avant la recyclerie, et il s'avère que nous, on fait des kits avec les cagettes. Donc ça tombe bien. Et Blandine ne vient pas souvent à la recyclerie, mais par contre, quand elle vient, sa voiture est chargée de cagettes pour faire des kits. Donc ça nous plaît bien aussi. Voilà, il y a Julia, et puis il y a René qui vient d'intégrer aussi il y a quelques mois et qui fait des projets créatifs, lui. On va bientôt proposer des projets en construction, en co-construction avec lui. Et puis, il y a Célestin qui a 18 ans, qui vient d'arriver il y a 15 jours, et avec qui on va pouvoir élaborer toute l'organisation du stockage. Le stockage, à côté, c'est vraiment tout un monde, en fait. On reçoit beaucoup de choses, et c'est très difficile de ranger, d'être en même temps, d'accueillir les personnes qui viennent à la recyclerie. Il y a tout le travail des kits, comme je disais, et en fait, le dépôt, c'est un peu... faut le tenir. On a une pièce dernièrement qui est une pièce nouvelle, donc on a pu commencer à organiser par secteur. On a acheté des racks, et puis là, je vais en chercher d'autres la semaine prochaine pour pouvoir organiser. Et avec Célestin, Célestin va nous aider à planifier l'organisation. Il a envie de faire ça. Enfin, je lui ai proposé, puis il a envie de faire ça, donc on va faire ça ensemble. Les bénévoles, comme je disais, c'est une famille, c'est vraiment des personnes qui sont motivées, qui ont à cœur que la recyclerie se développe. Et puis, ils sont ils passent beaucoup de temps quand même, hein. Donc ils sont très volontaires pour faire toutes les tâches qu'il y a à faire à la recyclerie. Alors là, il y a Julia, je vous présente Fabienne qui est là aussi, qui est la grande spécialiste des kits. Il y a Inger qui fait de l'upcycling. Voilà, alors je n'ai pas les photos de tout le monde, mais je vais vous montrer. Et puis il y a Nicole, bien sûr, qui va nous parler. Donc j'interviens plus sur, je joue à la marchande des fois parce que je tiens la boutique. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'étiquette, je trie, je range, je fais un peu de ménage et puis je prépare les ateliers créatifs surtout avec Fabienne. Donc, c'est-à-dire on crée des cagettes créatives qui permettent derrière de faire des ateliers. Donc des bénévoles qui viennent chaque semaine. Alors évidemment, sur tout ce que je vous ai montré, il y en a peu qui viennent par semaine, mais ils sont très très investis. Il y en a 3, 4, et puis de toute façon, il n'y a pas d'obligation. À la recyclerie, on fait comme on peut, on donne le temps qu'on peut. Il n'y a pas, voilà, on doit être assez libre, hein. Il faut être souple dans tous les sens. Voilà. Donc, il y a ici Sylvaine qui repasse, Valérie et Karine que vous avez vu qui est ici. Et on va écouter encore des témoignages. Et puis ensuite, j'ai appelé ça « Tomber du ciel ». Olivier d'abord, que j'ai rencontré sur un bric-à-brac. Et puis Guilhem ensuite, ils sont venus pour faire un parcours de vie tous les deux. Pour faire mon parcours de vie, comment on arrive à faire une recyclerie en milieu rural comme ça. C'est tellement insolite que on pouvait être intrigués, ils l'ont été. Et puis depuis, Olivier et Guilhem, on a une amitié professionnelle vraiment très riche parce qu'on s'épaule. Voilà, ils sont là ce soir. On s'épaule et puis on se conseille. Il y a une dynamique. Comme les bénévoles d'ailleurs. D'ailleurs, ils
font beaucoup de bénévolat aussi. Et on va pouvoir écouter Olivier qui va nous raconter aussi comment on s'est rencontrés, tout simplement, et sa vision de la recyclerie. Alors bonjour, moi je suis Olivier, je suis le vidéaste qui passe derrière la caméra et je dis ça parce que j'ai eu la chance de filmer Isabelle avec mon associé Guillaume pour un parcours de vie. Et en fait, j'ai rencontré Isabelle il y a quelques temps, quasiment plus d'1 an maintenant, et sur une brocante tout simplement. Et je l'ai vu déballer tout ce qu'elle avait et organiser son étal. Et c'était fantastique, tout ce qu'elle avait de manière organisée, de beauté. Et on a beaucoup parlé de la créativité. J'ai trouvé qu'elle était extrêmement intéressante, qu'elle avait des choses à transmettre. Et après, elle m'a expliqué qu'elle tenait une recyclerie. Donc j'y étais, j'ai rencontré. Et tout de suite, quand je suis rentré, j'ai eu l'impression d'être à Lyon-Centre ou à Paris, dans ces boutiques, alors plus ou moins éphémères parfois, ou même des vraies boutiques de design, de mode, d'upcycling justement, mais extrêmement tendance, parce que tout est organisé, tout est beau, et en fait c'est de la seconde main, c'est-à-dire qu'elle utilise, elle récupère, elle organise, elle gère avec toute son équipe, ce qui fait qu'en plein milieu rural, on a une boutique de ville, quasiment. Et au-delà d'avoir de la boutique de ville, on a une boutique qui n'est pas une boutique, mais plus que ça en fait, qui est un espace en fait de rencontre et de faire société. C'est-à-dire qu'en fait, plein de gens viennent, j'ai découvert ça, j'ai été voir des ateliers, j'en ai filmé, où tu as des enfants, des grands, qui créent avec tout ce qui a été récupéré, mais toujours avec un esprit de faire du beau, de donner libre cours à sa créativité. Et c'était vraiment fascinant de voir tout ça. Et moi, à chaque fois que je retourne à la recyclerie, comme je trouve ça beau et comme je trouve que ce qu'elle fait en fait a un sens et un sens plutôt bénéfique pour l'ensemble, à chaque fois je fais une petite vidéo parce qu'il faut montrer aux gens ce qui est beau. Et donc là, on en est à justement passer à un cap qui est celui de la diffusion en fait de ce qu'elle fait à une échelle plus importante pour que ce principe de recyclerie puisse justement s'étendre à d'autres villages, à plus grands en fait, pour que tout le monde justement ait conscience que les matériaux de seconde œuvre, enfin ce qu'ils ont déjà pas de seconde œuvre mais de seconde main, puissent être réutilisés et toujours dans un esprit on va dire collaboratif. Alors on va rentrer un peu plus dans la recyclerie et voir ce qui s'y passe. La recyclerie, comme vous pouvez voir ici, là, il y a des cagettes de couleurs qui ont des marquages. C'est un lieu qui est un lieu agréable, coloré, épanouissant. C'est un lieu vraiment avec des matériaux créatifs qui vont être la première ressource, mais c'est un lieu où on va venir se ressourcer aussi, s'inspirer, trouver des idées, développer ses savoir-faire. Voilà, c'est tout ça la recyclerie et l'idée, évidemment, c'est de devenir vertueux. Je vous fais écouter Lola. Il y a plein de trucs, tu peux pas poser les yeux sur un endroit sans que tu te dises « Waouh, c'est incroyable ce qu'elle fait ». Là, par exemple, je regarde là, c'est super, elle fait plein de dessins. C'est des dragons, j'aime beaucoup les dragons. Là, ce qu'elle fait, c'est incroyable. Voilà. Et c'est super cette ambiance qui est chez elle. Et je me plais beaucoup. Alors en fait, l'objet de la recyclerie, le premier, c'est d'éviter le déchet ultime. En fait, c'est ça le premier principe. Pour ça, je vais vous expliquer la répartition de nos déchets, comment ça se passe en fait. Alors ça, c'est un graphique qui vient de la Comcom. J'ai juste changé les couleurs pour qu'il soit plus adapté à la charte graphique, mais ça vient vraiment de... c'est eux qui me l'ont donné. Là, il y a déjà une partie qui s'appelle porte-à-porte, c'est tous nos déchets ici. Ça, c'est les poubelles. Ensuite, on a ce qu'on recycle, les poubelles jaunes. Donc ça, c'est les apports volontaires. Vous voyez, en fait, c'est pas énorme. Et puis ici, c'est tout ce qui va en déchetterie. Et là, c'est vraiment très, très important, en fait. Ça fait presque peur, moi, je trouve. Et c'est là où la recyclerie peut venir, en fait, tenter de diminuer ça. La recyclerie, pour l'instant, elle est sur le chemin de la déchetterie. Et en fait, les gens s'arrêtent pour nous demander si ça nous intéresse. Donc c'est là où on peut tenter de vraiment apporter une solution aussi pour qu'il y ait moins de déchets enfouis. Vous voyez, hein, les déchets ils sont enfouis, brûlés ou recyclés. Donc en fait,
on a commencé à essayer de voir ce que ça représentait pour savoir comment on pouvait estimer ces volumes, même en poids, d'ailleurs c'est en poids ce qu'on a calculé. En fait, on a pris 3 lots avec 12 produits piqués dans la recyclerie, et puis on les a pesés. On a fait une règle de 3 par rapport au chiffre d'affaires par an, et on est arrivé à 1 tonne de déchets par an. Et comme ça fait 2 ans qu'on est ouvert, on peut estimer que c'est à peu près 2 tonnes, tout simplement. Donc c'est vraiment beaucoup en volume. Et aujourd'hui, on est en train de peser, ce qui n'est pas facile, parce qu'en fait, après peser, il faut faire les additions, tout ça. Et comme il y a 1000 choses à faire, je ne sais pas si on va y arriver, mais enfin, on va tenter d'arriver pour avoir une estimation un peu plus précise que celle-ci. Le recyclé, ça pollue moins et il n'y a pas de différence entre du neuf et le recyclé. Et au moins, c'est plus écologique et la planète a besoin de l'écologie. Manon, elle, ça a été plutôt le côté... Enfin, ils ont été très sensibilisés à l'école sur l'écologie. Et du coup, là, elle a trouvé ça génial de pouvoir réutiliser des choses et pouvoir créer de nouvelles choses et faire du dessin. Voilà. Et justement, qu'est-ce qu'elle t'en dit, elle, du recycling, enfin, ou justement du réemploi pour le monde aujourd'hui? C'est vrai que ça devient une activité presque quotidienne. C'est-à-dire qu'à la maison, ah non mais ça on va pas le jeter, ça on peut en faire quelque chose, je vais le garder. Et puis elle trouve toujours après effectivement maintenant une utilité à des choses qu'on pourrait nous jeter. Je suis la représentante de la société Histoire de Chiffon, une société familiale qui a été créée en 2007 sur Charnay. Et aujourd'hui nous sommes donc présents à la recyclerie Marcel et Madeleine pour pouvoir leur faire profiter de nos anciennes collections échantillonnage dont nous n'avons plus l'utilité et afin que ça puisse profiter aux adhérents de l'association Marcel et Madeleine. Les entreprises, elles produisent et quand on produit, il y a des chutes de production. Donc ça, c'est une première source. Après, il y a des fins de collection. Ben voilà, ça c'est une fin de collection. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler des rebuts, des choses qui sont encore utilisables, qui sont en bon état et qui sont plutôt qualitatives. Ensuite, l'association repose sur 3 activités principales en fait. Et ça c'est bien de le dire, de le rappeler parce que la première activité, notre credo, c'est prendre soin de ce que nous récupérons. Ce que nous récupérons, c'est une matière qui est pauvre et que nous, on va rendre noble. Alors évidemment, quand on a des lots comme ce que vient de nous montrer Myriam, c'est des lots déjà qui sont de très très bonne qualité, mais on a beaucoup de choses aussi. On a des, il faut absolument que je vous montre ça parce que on nous apporte ça, vous voyez, et ça ressemble à rien. Et en fait, le travail qu'on va faire avec les bénévoles, ça va être de valoriser, de dire ça, c'est une matière qui est noble, qui est belle, qui est encore utilisable, et on va bien les présenter parce qu'évidemment, ça, en effet, personne n'en veut, mais par contre, ça, c'est comme un vrai produit, en fait. Donc, c'est tout notre travail de mise en valeur, et c'est énormément de boulot, ce genre de choses, mais ça nous tient à cœur parce qu'on a envie de faire oublier aussi qu'il s'agit de seconde main. Pour revenir aux activités, aux 3 activités principales, donc il y a des matériaux. On nous apporte quelquefois des objets, de la vaisselle. Alors c'est moins créatif, mais il s'avère qu'il y a par exemple des jeunes couples qui vont se marier, qui ont besoin de déco, qui ont besoin de vaisselle, et ils vont venir les chercher chez nous. Donc on a commencé à en faire un peu, puis on s'est rendu compte que ça a marché. Donc on continue à en accepter. Et puis une friperie. Tout ça, c'est pour rendre service aussi dans la ruralité ou mettre au plus près des vêtements dont on n'a plus envie. Donc tout ça, ça représente le don de 25 entreprises et de moult particuliers. Les particuliers, ils viennent toutes les semaines. Les entreprises, il y en a pour l'instant que 25 parce que je ne vais pas chercher plus loin puisque je ne peux pas agrandir la recyclerie. Donc il faut faire attention entre les flux, entre l'équilibre de ce qui rentre et l'équilibre de ce qui sort. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui rentrent
et beaucoup moins qui sortent évidemment. Donc il faut bien gérer ça, mais l'idée, dans l'absolu, si on rêve, ce serait de pousser les murs, ce serait d'avoir beaucoup plus d'entreprises pour avoir une richesse de matériaux beaucoup plus diversifiés, qui pourraient justement contenter tous les créatifs. Ensuite, il y a les kits. Donc les kits, eh ben, c'est ça. Donc comme je disais, on a des morceaux. Je vais vous montrer des... Voilà, je prends au hasard, on nous apporte des bouts, des petits bouts, des choses comme ça, du papier, des partitions, enfin toutes sortes de choses. Et avec ça, nous, on va en faire des kits d'activités créatives. Et ces kits d'activités créatives, ça peut être pour customiser un carnet de notes. Toutes les 2 pages, toutes les 3 pages, on va customiser son carnet. On peut faire un cadre. Voilà, ça a été fait par une personne qui a acheté un kit. À chaque fois, il y a une thématique. Là, c'est Frida Kahlo, ça, c'est le Japon. Ensuite, on a les ateliers. Les ateliers, c'est aussi ce qui permet de faire vivre la recyclerie. Il y a 150 projets créatifs qui ont été élaborés depuis le début. Là, c'est un atelier du mercredi matin avec les enfants. Donc, je vous ai expliqué les trois activités de la recyclerie et on va rentrer un peu plus en profondeur dans chaque activité. Donc là, on parle des matériaux, il faut être à l'affût des opportunités, malgré tout. Donc, j'ai un ami qui m'explique qu'il a un ami qui est à Saint-Étienne, qui va vendre son entreprise, et il faut le contacter très vite, parce que ça va se faire vraiment dans les semaines qui vont suivre. Et donc, j'ai appelé, je suis allée avec ma petite voiture, et j'ai rempli ma voiture de choses comme ça, qui étaient dans un grenier d'entreprise. Et si je n'étais pas allée, c'est évident que ça partait à la poubelle. Ils avaient besoin de faire place nette, de faire que l'entreprise soit libre de tout. Et donc, j'ai récupéré à ce moment-là vraiment de la belle passementerie qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est rétro, mais c'est vraiment chouette, c'est vraiment de qualité. Donc, c'est en fonction des opportunités. Il y a eu des personnes qui sont venues de cet été de Corse et qui ont renvoyé un colis. Ils font des petites serrures avec des petits cadenas, on ne les a pas encore mis en vente. C'est des super matériaux qu'on n'avait pas encore, donc ça vient enrichir la recyclerie et on a reçu un colis par la poste. Donc voilà, c'est un peu être à l'écoute, être aussi sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe, parce qu'on peut avoir... là, j'ai été contactée par quelqu'un qui a besoin de faire un don aussi, une entreprise, donc je vais essayer d'aller voir lundi ce que c'est. Alors, pour les matériaux, je vous laisse écouter Karine. Alors, en fait, moi, je suis artiste depuis toujours. J'en fais mon métier depuis 1 an et j'avais le syndrome de la toile blanche, tu sais, où à chaque fois que je commençais une toile, j'avais toujours ce stress-là. Et en fait, je me suis ouverte à l'art ludique. Et c'est vraiment la recyclerie qui m'a donné bonne conscience à aller dans cet art ludique en utilisant plusieurs matières recyclées. Et ça m'a tellement aidée dans ma façon de créer, parce que vraiment, j'ai plus du tout de stress maintenant dans la création, que j'en ai fait des œuvres d'art avec cette capacité à créer d'une façon ludique. Et entre-temps, je me suis même formée en tant qu'art thérapeute et je propose maintenant des séances d'art ludique, tu vois. Ça m'a vraiment ouvert, au niveau de la créativité, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Les objets de la friperie, comme je disais, entre la répartition entre les entreprises et les particuliers. Les entreprises, c'est 50% des dons et les particuliers, 50%. Parce que les particuliers, c'est des petits dons. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les entreprises, il y a moins d'entreprises, mais par contre, c'est toujours des lots importants. Eve et Roman, elles viennent chercher des matériaux. On n'a pas besoin, s'il y a un truc qu'on n'a plus besoin d'utiliser, on peut le donner à la recyclerie au lieu de le jeter. Ce qui est compliqué dans ce genre d'activité, c'est le stockage. C'est-à-dire, elle reçoit beaucoup de marchandises, mais comment gérer le stock? Donc après, il faudrait des idées pour que on nous donne la possibilité de gérer ce stock, quoi. On est à peu près sur le même schéma qu'au départ, sauf que elle est plus à l'aise dans les ateliers, elle est plus à l'aise. Elle refuse maintenant des objets qu'elle pense ne pas pouvoir recycler.
Donc, parce que c'est important aussi de ne pas tout prendre pour après, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on va rentrer dans la deuxième activité. On a parlé des matériaux. La deuxième activité, les kits d'activité créative. Donc ça, c'est le best-seller de la recyclerie. C'est une invention chez Marcel et Madeleine. C'est du 100% recyclé. Les cagettes, on les récupère, comme je vous ai dit, par Blandine sur les marchés. Voilà. Ensuite, on récupère plein de choses. Je ne peux pas vous montrer, mais je vous en ai montré un tout petit peu tout à l'heure, mais on récupère vraiment plein de choses qui vont servir. Voilà. Mais c'est des cartes postales, c'est tout en fait. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un kit d'activité créative prêt à l'emploi. On peut presque jouer en famille et puis mettre tout sur la table et faire chacun sa création. On va pouvoir, je vous l'ai montré tout à l'heure, faire un cadre. On va pouvoir faire un carnet créatif parce que le kit se suffit à lui-même. D'abord, le kit, je vous le représente, peut être un cadre, on peut le peindre et on peut faire la création à l'intérieur. Il y a plein de papiers qui sont des papiers anciens de récupération aussi, qui vont nous permettre de faire un carnet créatif comme ça, juste pour le plaisir de la création et de la composition. Et puis, on peut faire des carnets recouverts. Ça, c'est aussi des choses... On reçoit d'un côté des carnets qui ne sont pas des carnets neufs. Les couvertures sont un peu abîmées. Il peut y avoir des pages de déchirées à l'intérieur. On a enlevé les pages qui avaient été utilisées. Eh bien, on va en faire des carnets neufs parce qu'on va les recouvrir avec ce type de kit. Donc, c'est vraiment des pratiques qu'on fait, nous, dans les écoles et qu'on initie, en fait, qu'on présente pour les gens qui achètent un kit. Quand on nous demande qu'est-ce qu'on peut faire avec, voilà, on peut faire des carnets recouverts. Donc c'est vraiment le best-seller, on est hyper content. Alors c'est du temps, mais c'est du plaisir aussi parce que c'est très chouette à faire. Ensuite, les ateliers. Donc la troisième activité, les ateliers dont je parlais tout à l'heure. Alors pour nous, les ateliers sont des ateliers intergénérationnels. Intergénérationnel parce qu'il est hors de question de mettre des ateliers petits et puis des ateliers pour les grands. Au contraire, nous, on veut que tout le monde échange autour d'un projet. Et comme autour d'un projet, c'est le projet qui rassemble et ce n'est pas l'âge. Donc, en fait, on peut avoir une mamie qui vient avec ses petits-enfants et évidemment, c'est vraiment quelque chose qu'on défend. C'est le projet créatif qui est transversal. Et en fait, comme disait Charlotte Perriand, qui était la collaboratrice de Le Corbusier, on s'enrichit de la richesse des autres. Donc c'est vraiment ce qu'on prône à la recyclerie. Et tout le monde s'y retrouve, vous voyez, tout le monde a l'air heureux. Hein. Là, pour la petite histoire, en fait, c'est une petite parenthèse, mais c'est chouette d'en parler. C'est un atelier qu'on fait qui est inspiré du premier carnet que je vous ai montré, le carnet du Japon. Vous vous souvenez, pendant le confinement, j'ai fait un carnet de voyage imaginaire. Eh bien, je me suis inspirée de ça pour proposer des ateliers. Et donc, on a créé, vous verrez des photos là-bas sur le buffet, on a créé, ça dure toute la journée, on vient pour un atelier de carnet de voyage imaginaire, Japon, Chine, Inde, on va bientôt faire l'Inde là, on l'a déjà fait, et on a fait le Mexique. Et en fait, on repart avec un carnet complet. On fait d'abord des photos en costume, vous verrez là-bas, justement, les voilà. Hein. On fait d'abord une photo, on imprime la photo, et après, on va faire des dessins et du collage. Voilà. Des dessins, du collage, on va être complètement en immersion dans la culture du pays. Ensuite, les projets sont toujours ce que j'appelle des projets ambitieux. En fait, l'idée, c'est d'aller plus loin et d'entraîner à voir plus loin, créativement parlant. En fait, quand on se retrouve devant, par exemple, Antoine, sa maman l'a inscrit à cet atelier-là. Quand il est arrivé, il a presque eu peur de la taille de ce qu'il allait faire. C'était des ateliers de 5 heures. On dit que les enfants ne se concentrent pas plus d'1 heure, et en fait, ce n'est pas vrai, ça dépend de ce qu'on leur donne à faire. Et en fait, il a fait, je vais vous la montrer. Donc, il a 6 ans et demi, il a fait ce tuk-tuk. Évidemment, il a fait tout seul, hein. Je lui ai expliqué, j'ai fait de la démo, je lui ai expliqué la perspective, comment il fallait faire, les roues, etc.
la lumière, les ombres, les collages, tout ça. Mais en tout cas, il a fait son œuvre lui-même. Et en fait, quand on a un projet ambitieux, ça peut faire peur, mais si on explique, on comprend mieux ce qu'on va faire et on va mieux y arriver. Et en fait, ça, c'est complètement la pédagogie de chez Marcel et Madeleine. Donc nous, on vient aux ateliers pour faire des activités, pour se vider la tête. Et ce qui est bien, c'est que Isabelle, en fait, elle nous montre une idée, mais après, c'est vraiment nous qui développons cette idée comme on en a envie. Et puis oui, voilà, elle nous donne l'idée. Et après, si elle nous dit, vous prenez la couleur que vous voulez, et puis du coup, elle nous dit pas, vous prenez ça, vous faites comme ça. Elle nous dit, si vous prenez la couleur que vous voulez, et vous essayez de faire comme ça, si vous voulez faire dans un autre style, vous pouvez. Elle ne nous donne pas des ordres, on laisse le choix libre. Et du coup, on pris des dessins qu'on a fait. Et ça, c'était mon tout premier dessin que j'ai fait avec elle. C'est ça. Moi, j'ai fait un éléphant comme ça. C'est aussi mon premier. Après, il y avait le dernier qu'on a fait, c'était une activité comme ça où il fallait créer la cabane qu'on voulait. Et ce qui était bien, c'est que quand on n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait, elle nous aidait sans pour autant nous donner des ordres, entre guillemets. Moi aussi, j'ai fait la cabane. En fait, la cabane, elle nous a dit, vous faites la cabane de vos rêves. Donc, dans l'endroit que vous voulez, dans la neige, dans l'eau, dans les arbres. Enfin, c'était vraiment comme on voulait, donc c'est bien. On n'a pas besoin, s'il y a un truc qu'on n'a plus besoin d'utilité, on peut le donner à la recyclerie au lieu de le jeter. Et comme ça, c'est un objet réutilisable. Ouais, et puis du coup, c'est ce qui nous permet, nous, dans nos dessins, de rajouter des petits bouts de papier, de tissu, des objets comme ça. Et du coup, ça anime le dessin, entre guillemets. Donc là, on est complètement dans de la création, ce qu'on appelle la création responsable. C'est-à-dire qu'on va utiliser au maximum les matériaux de la recyclerie pour les projets créatifs. Et en fait, c'est toujours plus intéressant, comme je dis, de créer que de consommer. Et ce qu'on ne consomme pas, on n'a pas besoin d'énergie, on n'a pas besoin d'eau et on n'a pas besoin de ressources dont la planète va de plus en plus manquer. C'est ce qu'on appelle la création responsable et on insuffle aussi ça aux jeunes, mais pas qu'aux jeunes, à tous ceux qui font de la création chez Marcel et Madeleine, pour faire être plus vertueux en termes de création, faire de la création vertueuse. Vous savez, je vous ai parlé des matériaux, je vous ai parlé des kits, et ensuite, la troisième activité, c'était les ateliers. Là, on va rentrer plus dans les ateliers pour vous expliquer un peu tout ce qu'on fait. Ça, c'est les ateliers hebdomadaires. Il y en a 5 par semaine, il y en a 3 le mercredi, il y en a un le samedi, et on vient de mettre en place le samedi après-midi, un atelier qui est complètement libre. Tout le monde peut venir, vous pouvez venir. C'est un atelier de correspondance pour se reconnecter avec l'écriture et avec une sorte de lenteur où on va réfléchir autrement puisque on est dans l'écriture. Et ça, c'est super important dans notre époque où on est ultra connecté, on est toujours avec des téléphones, on est addict. Donc, pouvoir se reconcentrer sur quelque chose comme l'écriture pour écrire à quelqu'un, c'est ce qu'on veut partager et c'est ce qu'on veut développer à la recyclerie le samedi après-midi, c'est à 16h, vous pouvez venir, c'est complètement gratuit, vous venez avec votre matériel. L'idée, c'est pas de lire des lettres, c'est de partager l'activité de la correspondance, de l'écriture ensemble. Donc le projet, c'est d'écrire à quelqu'un. Les ateliers, donc c'est sensibiliser, comme je disais tout à l'heure, à la création responsable, au développement de l'imagination, et puis au bonheur de créer ensemble. Là, je vous fais écouter le témoignage de Bénédicte. Et Bénédicte, elle parle au nom de Manon, sa fille qui vient aux ateliers hebdomadaires, justement. Moi, je viens parler au nom de Manon, qui participe aux activités de la recyclerie. Ça fait déjà 1 an et demi qu'elle participe. Et elle s'est découverte une passion pour le dessin. Et elle aimait elle aimait beaucoup ce qui était art créatif. Et donc là, elle trouve vraiment son bonheur ici. La recyclerie, ça ne serait rien aussi sans Isabelle, parce que c'est un vrai soleil. Elle est extraordinaire. Moi, j'adore venir ici, ne serait-ce que pour sa présence. Et puis aussi flâner, parce que je me dis, il y a peut-être toujours un trésor à trouver. Et puis Manon, c'est partager en fait avec tout le monde cette passion du dessin.
pouvoir progresser. Et puis, Isabelle, elle est extrêmement patiente. Manon a beaucoup stressé au départ parce qu'elle est très perfectionniste, elle n'y arrivait pas. Et elle a vraiment aidé à se libérer. Elle a pris beaucoup de temps avec elle. Et c'est vrai que c'est vraiment... on y trouve beaucoup de choses à la recyclerie, vraiment. Il y a les ateliers occasionnels. Il y a les ateliers, d'abord les anniversaires, il va y en avoir un la semaine prochaine. Donc on vient fêter son anniversaire à la recyclerie, c'est un peu comme si c'était un moment privatif. Alors là, c'est pour les enfants, mais on peut tout à fait imaginer pour les adultes, évidemment. On n'en a pas encore fait, mais vivement le premier. Il y a un projet que l'enfant choisit, ou alors que le futur adulte choisira. Et on fait le projet avec les petits camarades. Donc voilà, c'est des moments bien sympathiques. Des ateliers occasionnels, là on en a plusieurs, on va vous expliquer comment. Il y a les ateliers à l'école, alors là c'est à l'école de Saint-Laurent-d'Ouin, et on a fait, ça c'est cette année, on a fait pendant la semaine du développement durable, on a fait un cahier recouvert. Ils avaient des cahiers de brouillon, vous savez, les cahiers de brouillon sont avec des couvertures un peu fragiles, et il faut que le cahier dure toute l'année, et ça c'est une manière de faire durer le cahier toute l'année, c'est qu'avec des matériaux de la recyclerie. Et c'était un chouette atelier, c'est la deuxième année qu'on mène cet atelier. Ensuite, il y a les ateliers seniors. C'était la semaine dernière, là c'est une fois par an. On a organisé pendant la semaine bleue avec le CCAS du Val d'Ouin, on a organisé un atelier senior pour apprendre à dessiner. Alors là, ça c'était l'année d'avant, c'était autour du Beaujolais, il y a les vignes. On voit les vignes et puis on voit une petite architecture au loin. Cette année, on l'a fait sur le jardin et ça s'est passé au Clos Pichat. Et c'était vraiment très très sympa parce qu'il y a des gens qui n'ont pas renoué avec la création depuis très très longtemps. Et ça, c'était l'occasion et ils se sont vraiment épanouis dans cet atelier. Ça dure 3 heures. Et on a fait 3 petits projets pendant 3 heures et à la fin, ils sont repartis avec leur carnet. C'était vraiment, vraiment chouette. C'était un bon moment aussi. Alors, ça, c'est aussi un atelier occasionnel. Je vais en faire un mardi. Tavitae, c'est une association à Tarare qui s'occupe des femmes qui ont des cancers et qui s'occupe de leur proposer des activités. Et dans ce cadre-là, nous, on a fait un atelier où on a customisé. L'idée, c'était de customiser. On leur a donné un carnet qu'on avait récupéré. Chacune avait son carnet. Et l'idée, on l'a fait sur le thème des roses. L'idée, c'était de customiser toutes les 2 pages. Donc, de se faire son carnet personnel, son carnet de notes, son carnet intime aussi. Et voilà. Donc, première équipe, ça, c'était au mois de septembre. Et j'en refais un mardi après-midi. Donc ça, c'est vraiment un moment aussi très sympathique. Les ateliers Ikigai. Alors l'ikigai, je ne sais pas, vous voyez un peu ce que c'est. L'ikigai, je le fais en partenariat avec Mariette Casadamon, qui s'occupe de l'accompagnement des jeunes et des reconversions. Et l'ikigai, c'est une méthode qui vient du Japon et qui va s'occuper de travailler sur 4 thématiques. Les thématiques, c'est vraiment pour retrouver du sens à sa vie ou trouver une orientation professionnelle ou une reconversion. Et en fait, c'est la première thématique, c'est ce que j'aime, ce que moi j'aime. En fait, après, ça va être mes talents. Quels sont mes talents? En m'interrogeant profondément, qu'est-ce que j'aime faire et ce en quoi je suis douée. Ensuite, on va avoir ce pourquoi je pourrais être payée dans l'absolu. Voilà, qu'est-ce que je pourrais mettre en face. Et après, tout simplement, ce dont le monde a besoin. Et même si c'est une question universelle, eh bien, on a une réponse individuelle pour une question aussi forte. Donc, on le fait de façon créative, parce que logiquement, l'ikigai, c'est que la partie écrite. Et en fait, Mariette est venue me voir pour qu'on puisse intégrer du créatif. Donc, on repart après cette journée d'atelier avec un atelier qui est personnalisé, qu'on va décorer, customiser. Voilà. Et le prochain sera le 3 novembre dans la serre du château de Buffavant, à Denissé.
Ensuite, il y a les marathons créatifs. Donc les marathons créatifs, c'est des formats de 3 heures à chaque fois. Et ça se passe le dimanche. Et en fait, on s'est dit, bah tiens, mais pourquoi il n'y aurait que le marathon du Beaujolais, le marathon sportif pourquoi on n'aurait pas des marathons créatifs? Et donc là, l'idée est venue de faire des projets de 3 heures où on peut faire un carnet comme ça. Donc ce sont des prétextes créatifs à chaque fois où on va apprendre, ça c'était sur le citron. Donc on a appris à faire des citrons de façon très réaliste. Avec tout ce qu'on avait récupéré à droite à gauche, on a pu ajouter des éléments. On a fait un autre exercice très très rapide là, très graphique. Et puis ensuite, on a fait, voilà, vous voyez, on récupère tout, y compris les grilles de loto. Et il y en a un autre qui est ici. Voilà. Alors 5 minutes chrono pour faire un citron. Voilà. Donc en fait, chez Marcel et Madeleine, on devient vite on devient vite marathonien parce qu'il suffit de faire 2 ateliers et puis on est marathonien. Donc voilà, ça se passe en pleine nature. C'était aussi un travail sur les vignes là, qui a été fait. Là, maintenant, on va parler un tout petit peu des adhérents. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente la recyclerie? C'est plus de 320, on a dépassé les 320. Les 320 adhérents, l'adhésion représente 12 €, c'est à 15 km à la ronde en fait. On demande d'être adhérent pour pouvoir avoir accès aux matériaux créatifs, aux ateliers. Belle famille d'adhérents. Et la répartition, alors je l'ai fait un peu à la louche, je ne l'ai pas fait de façon très très précise, mais peu importe, hein, c'est la proportion qui est importante. Il y a un tiers qui fait partie du Val d'Oing, des adhérents qui habitent le Val d'Oing, la zone du Val d'Oing. 33% sont entre 5 et 10 km. Ensuite, 33% au-delà de 10 km de Villefranche. Et il y a même dans toute la France des adhérents qui, à un moment, ont eu envie de participer à ce projet. Et puis, voilà, donc qui ont donné une cotisation pour... alors qu'ils sont venus qu'une fois, mais ils aiment le projet, ils ont envie que le projet vive. Et voilà. Alors moi, malheureusement, je n'ai pas la disponibilité pour venir aider Isabelle à faire le tri de montagne de matériaux qu'elle a, malheureusement. Mais par contre, je suis adhérente dans le sens où j'ai pris une carte où je viens régulièrement choisir des objets, chiner, enfin voilà. Les gens viennent voir par curiosité, puis ça crée forcément du lien. Donc en plus, il y a le café à côté, il y a maintenant la boulangerie. Donc c'est un pôle attractif du coup. Donc oui, c'est important, je pense, pour le village. Ensuite, on va parler des réseaux sociaux. On est obligé d'en parler. On ne peut pas, en fait, faire autrement aujourd'hui que de passer aussi par les réseaux sociaux. La communication, elle a différentes formes, en fait. Toutes les communications sont importantes et elles se croisent. Il y a la communication des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a la communication verbale, en fait. Je sais qu'il y a des personnes qui sont ici qui ont des groupes WhatsApp et qui partagent, en fait, la communication de la recyclerie. Et puis, alors c'est un réseau social. Hein. Il y a aussi le bouche à oreille. Il y a plein de choses, en fait. Et je dis souvent, il y a des ambassadeurs et des ambassadrices de la recyclerie qui vont en parler à l'extérieur. Et aujourd'hui, en tout cas, en ce qui concerne les réseaux sociaux, on peut dire que Instagram, c'est 630 followers, Facebook, 1170, donc tout ça, merci, hein, c'est grâce à vous. Et le LinkedIn est à créer. J'ai essayé dernièrement, mais j'ai bugué un peu, donc je n'ai pas réussi, il faut que je m'y remette, il faut que j'insiste. Et ensuite, il y a... le projet d'un site institutionnel qui pourrait voir le jour dans quelques temps parce que j'ai des pistes. Le dernier témoignage est le témoignage de Paul Périja qui était l'ancien maire de Saint-Laurent-d'Oing et qui fait une très bonne synthèse en fait de ce qu'est une recyclerie dans ce lieu à Saint-Laurent-d'Oing et sur le Val d'Oing plus largement. Dans le paysage local, c'est vrai que c'est un plus dans le village. C'est quelque chose qui attire évidemment aussi bien de toutes les générations, aussi bien des jeunes que des plus anciens. Et puis vraiment, c'est
c'est important pour le village, dans la vie du village. Je crois que c'est bien. Par la porte, on arrive vraiment dans quelque chose de vivant, quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, vraiment, c'est beau et je félicite tous ceux qui s'en occupent. Voilà, je voulais donner d'abord tous nos remerciements parce qu'on est fiers d'être au Val d'Oing et c'était audacieux d'accepter de croire en un projet comme ça, aussi différent, enfin très différent de tout ce qui existait. Il fallait quand même oser. Donc nous, on est très contents. Et puis, je voulais aussi remercier la régie avec Énéide Productions, représentée par Guilhem Binot et puis Olivier Charnet qui sont derrière. Voilà, donc je vous remercie infiniment et si vous avez envie de poser des questions, c'est le moment, n'hésitez vraiment pas. Alors vous pouvez le faire ce soir ou demain lors de l'anniversaire ou un autre jour, mais si vous avez envie, je vous invite à le faire, j'y répondrai. Merci. Merci à tous.